Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une édition de ce soir qui reçoit comme invité M. Jariri Labo Seydou. Il est le coordinateur du cadre de concertation des syndicats du secteur de l'éducation. Il est également secrétaire général du SINAFEFS. Monsieur le SG et coordinateur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tikiri. Donc, avec vous, nous allons parler tout à l'heure du report de la rentrée scolaire jusqu'au 4 octobre prochain. Nous allons également parler de la situation des écoles, le cas des écoles donc dans les zones d'insécurité de notre pays. Mesdames, Messieurs, retenez aussi que le président de la République, Bazoum Mohamed, a entrepris du 10 au 11 septembre 2021 une visite de travail dans la région de Tillabéri. Au terme de sa visite, le chef de l'État a animé un point de presse à Tillabéri autour des questions sécuritaires et de l'évolution des travaux du barrage de Kandaji. Écoutons un extrait des propos du chef de l'État, Bazoum Mohamed, avant de retrouver l'intégralité en partie magazine de cette édition. Si je suis allé à Difa avant de venir à Tillabéri, c'était parce que nous avons eu des circonstances qui avaient commandé que j'aille à Difa. C'était la décision que nous avons prise de ramener les populations dans leur village. Le calendrier qui avait été conçu est un calendrier qui commençait à la mi-juin. Je n'avais pas voulu venir à Tillabéri avant que nous créions les conditions d'un rapport de force militaire favorable à partir duquel ma visite aurait un sens. Parce que si je devais venir pour que les mêmes massacres se poursuivent de façon récurrente, il n'y aurait pas, pour ainsi dire, de valeur ajoutée à mon arrivée dans la région. Et c'est un peu ça qui explique l'agenda que nous avons eu. Entre-temps, nous avons pris la mesure de la levée de l'interdiction de la circulation de motos, après beaucoup d'hésitation, ainsi que je l'ai dit dans mon discours, parce que si cette mesure-là comporte des avantages évidents pour les populations, dans leur majorité certainement, elle n'en comporte pas moins des inconvénients pour certaines zones de façon spécifique. Et nous avons beaucoup hésité entre le pour et le contre. Puis, à un moment donné, nous avons décidé de prendre quand même la mesure. Et vous voyez, elle est plutôt mitigée dans la façon dont elle est perçue. Si certaines populations s'en réjouissent, s'en félicitent, et nous témoignent leur gratitude, d'autres, comme ici, en revanche, elles pensent que ce n'était pas une mesure à prendre. C'est pourquoi nous avons pris cette mesure pour un délai d'un mois qui nous permettrait d'en faire une bonne évaluation et prendre les décisions définitives qui s'imposent à la fin. L'intégralité de ce point de presse du chef de l'État, Bazoum Mohamed, en partie magazine de cette édition d'information. Je l'ai annoncé au début de ce journal, nous avons un invité, il s'agit de M. Jariri Labo Seydou, il est le coordinateur du cadre de concertation des syndicats de l'éducation. Bonsoir, G. Bonsoir, M. Tikiri. Alors, merci d'être présent sur ce plateau pour nous parler de la situation de l'école nigérienne, notamment le report. Mais avant de rentrer dans le vif de cette question, de ce sujet, nous allons d'abord éclairer nos téléspectateurs pour qu'ils sachent c'est quoi ce nouveau cadre de concertation des syndicats de l'éducation. Oui, merci le groupe de radio et télévision Labari pour cette opportunité que vous nous offrez afin d'éclairer la lanterne des Nigériens sur la création du cadre de concertation des syndicats de l'éducation. C'est un cadre qui regroupe à son sein les syndicats du sous-secteur enseignement secondaire, du sous-secteur enseignement primaire, mais également du sous-secteur de la formation professionnelle et technique. Plus maintenant, une nouveauté, un syndicat des enseignants du privé. Donc, ces différents syndicats se sont réunis pour mutualiser leurs efforts, pour mettre en synergie les différentes actions à mettre dans l'avenir afin de défendre vaillamment les intérêts matériels et moraux
de nos militantes et militants. Donc c'est parti de la rencontre qu'on a faite avec le chef de l'État le 10 mai 2021 et au sortir de cette rencontre avec le président de la République, nous avions jugé utile pour qu'on puisse maintenant apporter une valeur ajoutée aux actions qui est déjà menées un certain nombre de syndicats et de regroupements. Il va falloir, nous, à notre sein, nous puissions nous réorganiser et que également cette nouvelle dynamique que nous voulons impulser aux différents regroupements puisse apporter ses fruits pour que les enseignantes et les enseignants du Niger puissent effectivement avoir cette valeur qui leur a été à un moment plus reconnue par non seulement les administrateurs, c'est-à-dire le gouvernement, mais aussi cette méfiance qui a été instaurée à un certain moment entre nos militantes et les militants. C'est pour ramener cette méfiance que nous avions jugé utile de créer le 4 août passé, vraiment le cadre de concertation des syndicats de l'éducation. Alors là, comme vous l'avez dit, vous avez créé ce regroupement non pas pour concurrencer les autres regroupements, mais c'est pour aussi compléter le travail déjà mené par les autres regroupements du syndicat de l'éducation. Vous savez, M. Tikré, l'idée de la création des syndicats ou bien des regroupements, elle provient de notre loi fondamentale, la Constitution du 25 novembre 2010, qui permet aux personnes de s'associer en syndicat afin de défendre. Nous, notre corporation, c'est la corporation enseignante et la majorité de nos militantes et militants sont les enseignants contractuels et cette catégorie des camarades vraiment est en train de souffrir parce que il vous souviendra, depuis 2014, le gouvernement de la République du Niger n'a pas recruté les enseignants contractuels. Or, ils représentent 85 voire 87% de l'effectif du personnel, qu'il soit au niveau de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire ou bien de la formation professionnelle et technique. Donc, nous avons jugé utile que pour que nous soyons entendus, il faut se mettre en synergie, il faut se mutualiser les efforts pour que ça porte vraiment les fruits qu'il faut. Mais également, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas la prétention aujourd'hui de concurrencer les autres. Donc les champs, il est là, le pluralisme est une réalité au Niger. Donc pour nous, quand nous avions créé, c'est pour que nous puissions répondre aux attentes de nos militantes et militants qui nous attendent et que le travail que nous sommes en train de le faire, nous allons le faire plus pour que l'image de l'enseignant soit vue comme étant celui qui concourt au développement économique, social, mais aussi politique de notre pays, à travers également une approche, également à travers des négociations, à travers un dialogue que nous pouvons asseoir avec la partie gouvernementale, tout en respectant les clauses du partenariat, parce que on ne peut pas aujourd'hui parler du développement de l'éducation sans que les différentes parties ne puissent respecter les différents engagements que nous aurons à prendre dans le futur. Alors, coordinateur, la rentrée scolaire, elle a été reportée récemment par le gouvernement et elle aura lieu, Inch'Allah, le 4 octobre prochain. Comment vous avez accueilli ce report de la rentrée scolaire? Non, vous savez, nous savons que la rentrée allait être reportée parce que pour raison de plusieurs contingences, vous savez, nous sommes en pleine saison hivernale, nous sommes en saison de pluie et que dans les collèges ruraux et les lycées ruraux, les moyens ou bien le matériel qui sert à façonner, à construire les salles en paillotte n'est pas disponible, c'est-à-dire les sécos et également les différentes charpentes, mais aussi il y a beaucoup de nos établissements qui accueillent les sinistrés des inondations. Donc là également c'est une autre question. Également il faut reconnaître que nous sommes dans une phase de réforme avec la fusion du ministère de l'enseignement primaire, l'ancien ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de l'éducation civique et de la promotion de langue nationale avec celui des enseignements secondaires, et la réunion des cadres qui devraient statuer de faire le bilan de l'année écoulée n'étant pas tenu comme il le faut. Donc il va falloir maintenant que les différents directeurs régionaux et départementaux soient nommés
et qu'ils s'attachent également à faire la situation avant de... Mais autre chose également, il vous souviendra quand on avait fait l'évaluation des enseignants contractuels du 2 au 21 novembre 2020, le gouvernement avait pris l'engagement de mettre en formation ceux-là qui se trouveraient dans les groupes, dans la catégorie A, B et C, pour un mois avant la rentrée prochaine, c'est-à-dire la rentrée 2021-2022. Toute chose qui n'a pas été respectée et nous osons espérer que le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour que nous puissions également faire la rentrée dans de très bonnes conditions, surtout acheminer les fournitures scolaires à temps, mais également il faut qu'il mette un dispositif afin d'acheminer nos camarades sur place, c'est-à-dire les moyens de transport, mais également se préoccuper des différentes doléances qui sont sur la table des différents ministres en charge de l'éducation. Oui, monsieur le coordinateur, est-ce que vous avez aussi un œil regardant sur la situation des écoles fermées dans les zones de conflit, les zones d'insécurité dans notre pays? Est-ce qu'au niveau de votre cadre de concertation, vous pensez un peu à ces écoles fermées? Et quand on sait que aussi le chef de l'État en personne a pris l'engagement de trouver une solution à cela. Vous savez, nous avons pris l'engagement d'accompagner les plus hautes autorités de notre pays dans le système éducatif. Et en ce qui concerne les enseignantes et les enseignants qui sont dans les différentes zones d'insécurité, à savoir la région des Difa, mais et surtout la région de Tillabéri, beaucoup de nos camarades ont payé de leur vie du fait qu'ils sont enseignants et qu'un dispositif conséquent de sécurité n'a pas été mis en place et beaucoup d'écoles se sont vues fermées du fait qu'il n'y a pas cette sécurité. Donc nous pensons avec les deux visites que le président a effectuées sur la région de Difa et récemment avant-hier sur la région de Tillabéri. Il y a aussi Maradi. Maradi également le long de la frontière avec le Nigeria. Donc nous osons espérer que tous les dispositifs de sécurité vont être mis en place pour que non seulement les enseignants regagnent leur école, mais aussi les enfants puissent retrouver également leurs enseignants et leurs écoles afin que nous puissions bâtir un pays émergent, parce que sans l'éducation nous ne pouvons pas avancer et nous osons espérer, s'il y a une priorité comme le président de la République l'a dit qu'il doit être la prioritaire après la sécurité, c'est l'éducation. Nous pensons les deux, quand on les jumelle, la sécurité va permettre à ce qu'on puisse asseoir une bonne éducation. Et cette éducation, si elle est de bonne qualité, nous aurons des gens compétents dans l'avenir qui puissent s'en charger des problèmes et des préoccupations du peuple nigérien. Voilà, merci bien M. Jariri Labo-Sédou. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du cadre de concertation des syndicats de l'éducation, un nouveau cadre donc fédérateur et des syndicats de l'éducation et qui a vu le jour récemment. Nous vous disons le 4. Merci donc coordinateur et bonne chance pour la suite. Merci M. La suite de cette édition d'information, la ville de Niamey, c'est aussi des milliers de taxis qui y circulent partout, devenant même presque indispensables. Et certains de ces taxis se font distinguer par leur ornement et d'autres par des écriteaux faisant office des messages particuliers à l'intention de X. Le reportage est signé Issoufou Kodo et Halil Bounema. Niamey, érigée en ville cosmopolite, est donc conséquemment devenue très active à travers ses habitants en perpétuel mouvement, d'où l'extrême nécessité de se déplacer d'un point à l'autre, qui pour le travail, qui pour des affaires. Autrement dit, ça bouge à Niamey. Et la plupart de ces mouvements se font par le biais des taxis. On en compte 9200 taxis à Niamey en circulation. Comme quoi, sans eux, Niamey sera condamné, car constituant le moyen de transport urbain par excellence. Les voici, très remarquables par leur tête rouge, quadrillant quasiment l'ensemble du territoire de la capitale. Une véritable concurrence qui ne se fait pas souvent au gré des tarifs, mais plutôt en fonction des commodités qu'offrent ces taxis à travers plusieurs sortes d'ornements, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de ces véhicules. Moi, j'utilise ces ornements et ces écriteaux pour embellir mon taxi et pour inciter les clients à souhaiter mon service. Mais aux yeux des autorités ayant en charge le transport, cela est strictement interdit.
il y a des dangers par rapport aux autocollants que les taximans mettent sur leurs véhicules. Parce que si vous regardez souvent, vous avez des véhicules par la vitrine arrière là, ils mettent des autocollants. Maintenant, la vue, à partir de leur rétroviseur, là, c'est un problème. Et ça peut causer des accidents, ça. Mais si vous regardez, il y a des autocollants qui sont juste au niveau des numéros de portière. Et souvent, il y a des gens qui ont des difficultés pour identifier le numéro. En cas de contrôle, ça serait un peu difficile. Alors que si le numéro est seul sur la portière, c'est la seule chose qui frappe le contrôleur et facilement il peut voir le numéro. Tout de même, cela incite, dans bien des cas, les clients à choisir les taxis les mieux embellis. Une fois à l'intérieur, se dégage alors une bonne odeur de parfum mettant à l'aise les clients qui, sans doute, avant d'entrer, ont eu le temps de lire ces écriteaux, porteurs de certains messages plus ou moins fantaisistes, genre à l'intention des mal intentionnés. Autrement dit, dis-moi qui je suis, je te dirai qui tu es. Une véritable leçon de morale et ça se passe à travers les taxis de Niamey. Les jeunes du quartier Gawai, premier virage, regroupés au sein de l'association Jeunes engagés pour l'hygiène et l'assainissement, ont initié ce jour une opération de salubrité. Objectif de cette activité qui vise à rendre propre leur cadre de vie. Le sujet est signé Boubacar Ibrahim. Décider à prendre leur destin en main en assainissant leur cadre de vie, tel est l'objectif des jeunes du quartier Gawai Premier Virage à travers cette vaste opération de salubrité couplée à des actions de sensibilisation et de moralisation à l'attention des habitants. Regroupés au sein de l'association Jeunes engagés pour l'hygiène et l'assainissement GEHA, ces jeunes entendent rendre pérennes ces actions dans le but de finir avec les questions de saleté. Cette initiative est une initiative de la jeunesse engagée pour l'hygiène et l'assainissement, une association des jeunes que nous avons constituée dans ce quartier. Alors, l'existence de cette association a pour objectif, n'est-ce pas, de mettre tout en œuvre pour que le quartier soit assaini et que le quartier soit sans déchets. Parvenir également à sensibiliser les familles, les ménages pour que les conditions d'hygiène soient respectées dans les ménages. Il lance également un appel à l'endroit des autres jeunes à s'engager dans des actions du genre et de ne pas toujours rester les bras croisés à attendre l'État. La jeunesse, au lieu de croiser les bras et attendre que l'État vienne faire, je crois que c'est le lieu aussi d'interpeller ou d'appeler toute la jeunesse à s'engager dans des actions civiques ou citoyennes pour que chacun puisse contribuer, n'est-ce pas, au développement à travers les moyens qu'ils ont, les moyens de bord. Apportant un soutien total à cette initiative, le chef du quartier rappelle que l'État, c'est d'abord eux avant de les encourager à plus de persévérance. Il faut noter que cette action entamée par ces jeunes mérite un accompagnement des autorités de la ville de Niamey, ne serait-ce que pour l'évacuation des ordures. Une page de sport dans ce journal avec d'abord cette journée porte ouverte au centre du club équestre de Niamey. Objectif, attirer la curiosité du public concernant la pratique de l'équitation. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadrice de l'Italie au Niger et de plusieurs membres du club. Le compte rendu est signé Boubacar Ibrahim. Présenter le club équestre de Niamey et éclairer l'opinion publique sur la pratique de l'équitation, c'est l'un entre autres objectifs visés par le dit club à travers l'organisation de cette journée porte ouverte. Une cérémonie riche en ambiance et de démonstrations honorée par la présence du ministre de la Jeunesse et du Sport, des diplomates américains, de celles italiennes et de plusieurs autres invités. Dans son allocution, le président du club n'a pas manqué de dresser les objectifs tout en rappelant les vertus de la pratique du sport équestre. Depuis 1963, date de sa création, le club équestre organise chaque année, en début de l'année équestre, qui commence le 1er septembre et qui finit le 31 août, des portes ouvertes. Cette année, par votre présence, vous donnez un cachet particulier à cette activité dont l'objectif est de présenter au public les activités équestres de notre club et de partager ensemble la passion du cheval. Le club équestre de Niamey est affilié à la Fédération française d'équitation, elle-même membre de la Fédération internationale d'équitation.
L'écurie du club est composée de 30 chevaux et de 2 poneys. Tous délicatement dressés et bien entretenus. Le sport équestre, monsieur le ministre, il a de nombreuses vertus. D'abord au plan physique. L'équitation n'est pas un sport de fainéant. Ce sport permet de travailler le corps et particulièrement certains muscles. Ensuite, au plan psychique, le sport équestre permet un bon équilibre mental. Il évacue le stress, il permet de développer la confiance en soi et d'acquérir de l'autorité pour les plus jeunes cavaliers, mais aussi l'humanisme à travers la relation qui se noue cheval-cavalier. Les inscrits ayant plusieurs mois et années d'expérience confirment les propos du président en spécifiant la partie du plaisir qu'ils trouvent en faisant de l'équitation. Quand je mets des bouts sur le poney et quand on brasse les chevaux et quand on court et quand le premier jour qu'on était sur un cheval, j'ai aimé quand on court. J'aime beaucoup les concours et les sauts. Les sauts, c'est parce on arrive à se relâcher. C'était bien rigolo. J'aime bien monter sur le cheval, j'aime bien les animaux surtout. Et c'est un bon sport, l'équitation. C'est surtout passer du temps avec les chevaux, apprendre comment ils sont, monter sur différents types de chevaux, apprendre plus de choses sur eux. Et aussi, ça permet aussi de rester très calme et d'avoir une position plutôt droite. Venez, mettez-vous à l'équitation, c'est mieux pour vous. Intervenant à son tour, le ministre de la Jeunesse et du Sport dresse un message de remerciement et d'encouragement. Je me réjouis de cette invitation et j'espère que ma venue ici sera vraiment un déclic pour les jeunes à découvrir cette discipline, que je vais les encourager la fédération à faire plus de communication de cette discipline auprès de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, pour cette journée porte ouverte. Auparavant, les invités ont eu droit à une visite guidée du centre. Il est par ailleurs important de noter qu'une réduction de 40% a été opérée par le club pour tous ceux qui s'inscriront les mardis et les jeudis. Un tarif exceptionnel qui vise à attirer plus de public nigérien à s'intéresser au sport équestre. Du football à présent avec les tournois des grandes vacances, les TGV qui battent leur plein un peu partout dans notre pays. Ici à Niamey, celui de l'arrondissement communal Niamey 5 a débuté hier avec une coupe mise en jeu en l'honneur d'un ancien joueur du nom de Bahaouché. C'était en présence de notre reporter Hamza Sakou. Renforcer davantage les liens de solidarité entre les jeunes du quartier et entre autres objectifs assignés à cette rencontre. Et pour cette cause, ils sont nombreux les jeunes du quartier du 5e arrondissement communal de Niamey à être présents à l'ouverture du tournoi des grandes vacances dénommé Coupe Bahaouché, mettant à liste 8 équipes réparties en 2 poules. Bahaouché, c'est un ancien gardien qui a été malade. Donc pour mémoriser et dédier sa mémoire, on a pensé à organiser un tournoi pour mettre le nom de Coupe Bahaouché. Donc c'est ça qui est en cours actuellement. Bahaouché, c'est un ancien gardien. Tout le monde le connaît. Et il joue au Nigelec, première division. Donc il a été malade plus d'1 an et demi. Maintenant, grâce à Dieu, ça va. Mais vous voyez, il a perdu ses jambes. Donc c'est pour l'encourager un peu, on a pensé à organiser ce tournoi. Voilà, et on a mis son nom Coupe Bahaouché. C'est la première édition comme ça. L'entraîneur de ce jeune joueur Bahaouché, qui n'est plus apte à exercer le sport qui le passionne tant, témoigne sa détermination pour ce sport avant de lancer un appel d'assistance en sa faveur. Et ce jeune homme, malheureusement, il est handicapé et c'est le seul joueur que moi je pensais aller vraiment être au top niveau. Malheureusement, la maladie l'a disqualifié. Et bien bon, il a eu une très belle initiative que moi j'encourage et que les gens doivent soutenir. Parce que j'ai dit bien qu'il y a des gens qui ont profité du football, qui devraient aussi faire comme lui. C'est donc une belle initiative à copier par les gens qui ont les moyens. À l'endroit des autorités, je lance un appel de soutenir la jeunesse. Parce que qui dit sport, qui dit football dit jeunesse, qui aide le sport, aide la jeunesse, moi je pense que c'est le lieu de demander à ceux qu'on lui vienne en aide pour qu'ils puissent vraiment parachever ce tournoi qui
vient de commencer. A noter que ce tournoi entre jeunes de moins de 17 ans vient d'être lancé entre FC Nialga et FC Transition qui a remporté la victoire de 3 buts à 1. Mesdames, Messieurs, fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente semaine à toutes et à tous. Bonsoir. Si je suis allé à Difa avant de venir à Tillabéri, c'était parce que nous avons eu des circonstances qui avaient commandé que j'aille à Difa. C'était la décision que nous avons prise de ramener les populations dans leur village. Le calendrier qui avait été conçu est un calendrier qui commençait à la mi-juin. Je n'avais pas voulu venir à Tillabéri avant que nous créions les conditions d'un rapport de force militaire favorable à partir duquel ma visite aurait un sens. Parce que si je devais venir pour que les mêmes massacres se poursuivent de façon récurrente, il n'y aurait pas, pour ainsi dire, de valeur ajoutée à mon arrivée dans la région. C'est un peu ça qui explique l'agenda que nous avons eu. Entre-temps, nous avons pris la mesure de la levée de l'interdiction de la circulation de motos, après beaucoup d'hésitation, ainsi que je l'ai dit dans mon discours, parce que si cette mesure-là comporte des avantages évidents pour les populations, dans leur majorité certainement, elle n'en comporte pas moins des inconvénients pour certaines zones de façon spécifique. Et nous avons beaucoup hésité entre le pour et le contre. Puis, à un moment donné, nous avons décidé de prendre quand même la mesure. Et vous voyez, elle est plutôt mitigée dans la façon dont elle est perçue. Si certaines populations s'en réjouissent, s'en félicitent et nous témoignent leur gratitude, d'autres, comme ici, en revanche, elles pensent que ce n'était pas une mesure à prendre. C'est pourquoi nous avons pris cette mesure pour un délai d'un mois qui nous permettrait d'en faire une bonne évaluation et prendre les décisions définitives qui s'imposent à la fin. Mais d'ores et déjà, à partir de ce que j'ai compris depuis hier, c'est une mesure qui sera appliquée à la carte, comme j'ai eu à le dire. Dans certains endroits, elle sera appliquée, dans d'autres, elle ne le sera pas. Nous sommes en contact aussi avec les autorités civiles comme traditionnelles, ainsi qu'avec les forces de défense et de sécurité. Et d'un département à un autre, le point de vue n'est pas le même. Vous savez quel est le département où on nous a mis le plus la pression? C'est celui de Bani Bangou, celui qui est le plus affecté par le terrorisme, bien plus même que l'Anzourou. Les populations de Bani Bangou ont demandé que nous levions cette mesure parce qu'elles nous ont dit que les terroristes ont une arme redoutable qu'est la moto. Il faut que nous aussi nous en disposions. Ça nous permet d'aller vite, de nous organiser, ça nous permet d'alerter, ça nous permet de pourchasser, ça nous permet de tas de choses. Et elles se réjouissent de la levée de cette mesure. Mais paradoxalement, à côté, ici, dans l'Anzourou, les gens, à ma grande surprise, n'en sont pas contents. À Torodi, les gens sont un peu sceptiques. Au Gorouel, les gens n'en sont pas contents, du moins les officiels, ceux qui s'adressent à nous. Mais ailleurs, les gens sont très contents parce que quand même, il y a une grande disparité dans les situations entre les départements à Tillabéri. C'est donc une mesure très populaire, il n'y a pas de doute. Mais même si elle est populaire et qu'elle comporte de grands inconvénients, ce n'est pas bien de chercher la popularité si elle peut aussi, si une mesure comme celle-là peut avoir des effets de nuisance majeurs à caractère rédhibitoire vraiment. Donc, nous allons toujours faire la balance et probablement, j'ai eu à le dire, que cette mesure va être une mesure qui sera appliquée à la carte. Kandaji. Kandaji a eu beaucoup de difficultés. La dernière en date, ce sont les effets de la mesure prise par la société chinoise à l'occasion de l'épidémie, de la pandémie de la Covid-19. Il y a eu un arrêt de travail, du moins du bureau de contrôle, qui est un bureau, je ne sais plus, français ou je ne sais quoi en tout cas. Mais cette difficulté, on l'a passée. Hier, vous avez fait le déplacement avec moi, vous avez vu que l'endroit est totalement asséché. Ça, c'est un grand bras
du fleuve ici, là il y avait de l'eau, hein. C'était le fleuve là. Il y a eu un travail en amont qui en a détourné le cours. Et ça a l'air d'être totalement sec maintenant, comme s'il n'y a jamais eu de l'eau. Il y a de l'eau, et lorsque le barrage qui a été fait pour qu'il y ait ce contournement-là sera levé, l'eau va revenir ici. Et elle sera captée, elle sera barrée par le barrage, justement. Donc ça, vous l'avez constaté de toute façon. Et ce sont des investissements colossaux qui ont été, vous avez vu, hein, les investissements qu'il y a. Vous avez vu cette centrale électrique de presque 10 mégawatts. Vous avez vu la façon dont les cailloux là sont en train d'être broyés. Et bientôt, nous ont-ils dit, dans 2 mois, on fera les premiers bétons. Et vous avez vu le grand cratère qui a été fait. Ça, c'est des dynamites qui ont été utilisées. Parce que là où nous nous sommes arrêtés, c'était ça le niveau du sol. Mais on est parti plusieurs mètres plus bas dans l'endroit où il y aura l'ouvrage. Et ce sera un ouvrage de 24 mètres de hauteur qui va prendre corps dans 2 mois. C'est fini, ça c'est lancé, Inch'Allah. Vous avez vu le dispositif sécuritaire, c'est tout simplement impressionnant. Même moi, je suis impressionné. Tous les problèmes de financement en amont sont réglés. Il y avait une très grande difficulté parce qu'il fallait que l'État du Niger cherche 32 milliards de francs CFA pour assurer le déplacement des populations dont les villages vont être envahis par l'eau lorsque le barrage sera fonctionnel. Cette question aussi, je l'ai réglée avec la Banque mondiale qui a consenti à nous faire un prêt de 32 milliards qui va nous permettre de régler ce problème-là. Et donc, par conséquent, nous sommes partis pour que dans quelques mois, vous veniez pour trouver un ouvrage qui est en train de prendre forme, beaucoup plus que ça n'avait été le cas hier. Donc, il n'y a pas de malédiction. Et s'il y en avait une, elle est totalement réglée. Si il y en a qui pensent qu'ils ont des fétiches qui ont bloqué le projet, nous avons eu raison de ces fétiches-là. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'animistes qui peuvent avoir des superstitions de ce genre-là encore, parce que nous sommes musulmans, mais nous avons tendance à penser comme des animistes jusqu'à présent. Mais tout ça est terminé, Inch'Allah. J'ai trouvé une situation qui fonctionne normalement. J'ai confiance au calendrier qui a été à la base des dernières orientations. Donc, mon propos, tout à l'heure en répondant à Suleiman, avait consisté à dire que nous sommes dans une situation totalement normalisée. Et tous les obstacles ont été mis hors d'état de nous nuire, pour ainsi dire. Je pense qu'on est un peu loin de notre sujet, vraiment, de l'Anzourou. D'accord. Non, le contingent tchadien, vous savez, c'est un contingent qui est destiné à être déployé au Mali. Des circonstances bien déterminées ne l'ont pas permis. Il est en stand-by à Terra, il ne fait rien. Donc, qu'on en prélève une partie pour la ramener dans le lac Tchad, c'est peut-être une bonne chose pour nous, parce que nous avons des soucis de l'autre côté aussi. Que l'effectif reste ici entier, mais sans rien faire, ou qu'une partie en soit prélevée pour être déployée ailleurs, pour nous, Tillabéri, c'est la même chose. Si les populations sentent qu'elles vivent dans un contexte où les choses fonctionnent normalement, les écoles vont s'ouvrir. Mais si la peur continue d'habiter les populations, évidemment, rien ne fonctionnera normalement. Je ne suis pas en mesure de vous donner des délais, moi. Moi, les instructions que je vais donner sont des instructions de nature à être exécutées immédiatement et avoir un effet immédiat. Donc, nous allons faire le pari qu'à la rentrée prochaine, les écoles marchent normalement, que immédiatement aussi les centres de soins puissent rouvrir et que la vie se normalise dans l'Anzourou. Mais dans mon propos, vous aurez constaté que j'ai dit que le problème de l'Anzourou, c'est Inates. Tant qu'il y a cette porte béante par laquelle entrent les terroristes dans cette zone-là et font ce qu'ils sont en train de faire, on réglera les problèmes, mais seulement en partie. D'où l'urgence de nous occuper de façon totalement prioritaire de Inates aussi.